gosses de la DAS. Romantique. Ok. Il était 8 heures environ quand ces personnes sont venues me chercher. Je ne comprenais rien dans une voiture, ils m'ont balancé. Où allons-nous et pour quelle raison je suis parti? Je n'aurais jamais pensé qu'un jour on me retirait de ma famille. Bon, bonjour messieurs, dames. Donc il est 21h05 à peu de choses près. Bienvenue sur ce Zoom. Je vous dis d'emblée que vous allez pardonner les petits chaos techniques qu'il y aura certainement, puisque comme vous l'avez compris, c'est la première réunion Zoom de l'ensemble des sympathisants, adhérents de l'association Unis pour nos enfants. Donc, on vous a fait un programme assez chargé qu'on va essayer de tenir dans une heure de présentation. Ensuite, donc, vous allez avoir effectivement 5 ou 6 intervenants. Vous avez probablement reçu le programme. Le président de l'association, Jean-Claude Janota. Ensuite, Marc, s'il se connecte pour les adhésions. Ensuite, moi-même sur les sites web, puis Johanna sur la newsletter. Euh, Ensuite, Maître Pierre Verdier interviendra en direct, puis Véronique et Audrey euh, nous parlerons, puis Jean-Claude nous reparlera des associations et des projets de fédération. Et puis finalement, Vincent Avant nous parlera des projets d'animation et d'événements autour de ce projet de fédération d'associations. Donc, sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir de accueillir Jean-Claude Gianotta, donc le président de l'association Unis pour nos enfants. Jean-Claude, c'est à toi pour 10 minutes. Merci Dany, merci pour toute la partie technique que tu as réalisée pour cette première émission, on pourrait dire, où nous ouvrons nos portes dans ce contexte bien particulier où nous voulons faire que cette association soit à la force de l'enjeu qui est celui de notre combat. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'abord à vous remercier, toutes les personnes présentes ce soir, qui manifestaient par votre présence votre implication dans ce combat qui est le nôtre, et la mission que notre association Unis pour nos enfants s'est fixée. Unis pour nos enfants, ce message s'adresse tout d'abord à chacun des deux parents des enfants, qu'ils soient en couple ou qu'ils soient séparés, en relation harmonieuse ou en conflit, mais aussi aux membres de la famille élargie, aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, car c'est par l'union, le soutien, la présence que l'on peut assurer le poids nécessaire face à une administration tenace pour placer trop rapidement les enfants, comme si le placement pouvait protéger les enfants, comme si le placement pouvait être une réponse aux difficultés hypothétiques que rencontre parfois la famille. Unis pour nos enfants s'adresse aussi aux professionnels de la dite protection de l'enfance, travailleurs sociaux, responsables des cellules de recueil des informations préoccupantes, magistrats, responsables des départements, ministres, qui trop souvent ont baissé les bras en acceptant la solution trop rapide du placement, comme si le traumatisme, la souffrance, l'isolement de l'enfant de son milieu d'origine était banal. Nous voulons dire que personne, ni les enseignants, ni les professionnels de santé, ni les voisins, qu'ils soient bien ou mal intentionnés, ne devraient déclencher une information préoccupante sans considérer les conséquences terribles pour l'enfant et sa famille. Le système auquel nous avons affaire a été analysé de longue date. L'enfant en miettes pour Pierre Verdier, rafle d'enfants pour Sylvie Castro, scandale d'État pour Laetitia Deschamps, une justice sous influence pour Christine Serrada, chronique du mépris ordinaire pour Michel Hamas, la fabrique du malheur pour Claude Ardide, et enfin, généalogie d'un dispositif biopolitique totalitaire pour Vincent Pavin. Ce système, dont la violence est extrême, repose sur 3 piliers bien connus. Le premier pilier est un pilier économique, avec ses 13 milliards d'euros de budget annuel, soit en moyenne, si on le divise par les 100 départements, 130 millions pour chacun des départements.
une armée de quelques milliers d'employés locaux et 2 à 3 000 enfants placés par département. C'est avant tout le placement d'enfants, c'est une économie locale que certains sociologues comme Alain Tarius ont très bien analysé dans le sens du clientélisme. Pilier économique, mais également pilier idéologique, avec l'idée que l'enfant, et combien de parents l'ont entendu, appartient d'abord à la République, appartient d'abord à l'État, appartient d'abord à la France, et non à sa famille. Un pilier enfin psychologique, où l'incompétence du personnel, notoire dans tous les domaines, que ce soit celui de la médecine, de l'éducation, de la psychologie, du comportement, face à cette incompétence, un super pouvoir de décision dans l'arbitraire, la perversion, voire le sadisme, sans jamais aucun contradictoire. Enfin, Unis pour nos enfants s'adresse aux résistants que nous sommes nous-mêmes, pour lesquels il est urgent de nous lier, de rassembler nos forces sur la base de nos objectifs communs et de ne pas nous diviser à partir de nos différences. En France, 1 million de personnes sont victimes de ce système. 1% des enfants environ, si on dit 140 000 enfants sur les 14 millions d'enfants qui existent en France, nous devons lever une armée, que ce soit dans notre association ou en confédérant nos actions dont nous devons œuvrer pour renverser cette situation. Je dirais, l'heure est venue, maintenant ça suffit. L'association Unie pour nos enfants a 3 ans, une très jeune association, et une association qui se structure, qui prend de l'ampleur, qui s'organise, qui attire des personnes impliquées, équilibrées, concises, enthousiastes, déterminées. Concises car le temps est compté, les enfants sont prisonniers. Pour un enfant, un jour, une semaine, un mois, c'est une éternité, quand on pense que, pour la plupart d'entre eux, ils seront placés plusieurs années. Enthousiaste car le plus bel acte de résistance est celui de rester debout face à l'inacceptable. Et ce que l'on dit toujours aux parents qui viennent à nous, conservez, obtenez des revenus, conservez votre logement, conservez votre santé physique et psychique. La détermination, car la bataille est difficile, il va falloir renverser une vision que porte la société sur l'enfant et sur son lien fondamental, légitime et prioritaire avec sa famille, et redonner à la famille la place qui lui revient. Le système est inversé. On place sans réelle raison de maltraitance. Mais lorsqu'on place un enfant, l'enfant souffre et le parent s'effondre. Lorsque ce parent s'effondre, alors il devient fragile forcément. Et cette fragilité va être la cause de la reconduction du placement. On arrive ainsi dans un cercle vicieux où, pour s'en sortir, il faut rompre la dynamique qui s'installe. Et c'est là où nos associations, je vais le dire au pluriel, peuvent réellement faire un travail pour aider ces parents à reprendre la main sur leur histoire et sur ce qu'ils subissent. C'est ainsi que nous avons développé au sein de l'association les différents services qui vont vous être représentés. Un soutien juridique pour organiser la stratégie de défense et ramener les enfants à la maison. Un soutien administratif, car Dieu sait comment les parents complètement accablés n'arrivent plus, dans certains cas, à résoudre le moindre problème du quotidien, un règlement de facture, un problème de logement, un problème de résultat d'analyse de sang, etc. Tout devient compliqué et nous sommes là aussi pour les aider. Enfin, des moyens modernes de communication qui sont mis en place. Nous avons besoin pour nous développer d'un site internet efficace, d'une lettre d'information, d'une présence sur les réseaux sociaux. Et enfin, des événements qui vont faire que notre cause sera connue et qui nous permettront de rassembler nos forces. Notre association aujourd'hui se fixe donc 3 objectifs: aider les parents, infléchir la politique publique en parlant aux élus, députés, sénateurs, aller directement aux sources de l'information préoccupante pour apporter la compréhension aux acteurs volontaires ou involontaires des conséquences que supposent ces informations préoccupantes. Enfin, informer et donner par l'intermédiaire des médias la parole à notre cause. Pour cela, nous nous sommes fixés
un objectif extrêmement ambitieux. Quand on considère le million de personnes concernées et quand on voit en face les quelques centaines de personnes qui sont impliquées, engagées dans l'analyse et la proposition d'une autre politique, nous voyons que nous ne pouvons pas tenir et nous avons comme objectif d'arriver à mobiliser non pas quelques centaines de personnes, mais quelques milliers de personnes. Et c'est donc sur ces trois mots que je vais laisser la parole à cette équipe qui s'est organisée et qui, j'espère, vous convaincra pour que vous puissiez rejoindre l'association. Merci. Donc, on va avoir une série d'intervenants qui vont tous parler à peu près 5 minutes. Marco, est-ce que tu es là? J'avais vu que tu étais là. Ton micro est activé. Oui. Je vais faire un test parfait. Eh bien, je lance le timer et c'est à toi, donc sur les adhésions. Bon, donc mon propos est de parler de l'organisation Unis pour nos enfants et des moyens qu'on peut mettre pour améliorer l'organisation. Il existe des logiciels qui s'appellent des logiciels de CRM en anglais, euh, euh, gestion et en français de gestion de la relation client, GRC. Donc sur le PDF, on voit bien, il y a des groupes de bénévoles qui travaillent en haut, en bleu, et puis en bas, il y a des logiciels. Ce logiciel de GRC, donc ça vient du monde des entreprises, où on sait gérer depuis longtemps les relations avec les clients, et ça a été adapté aux associations. Dans les associations, il s'agit de gérer les relations, non avec des clients, mais avec des contacts. Ces contacts pouvant être des adhérents, pouvant être des donateurs, des bénévoles, etc., etc. Et tout ça, c'est organisé en groupe, en segments, liaisons. Il y a des interactions, il y a des paiements, évidemment de la part des donateurs, des adhérents. Ce que je fais en ce moment, c'est de proposer des solutions techniques de manière à ce que tout soit en ordre pour accueillir de nouveaux adhérents qu'on suppose nombreux. D'ailleurs, on en a eu récemment. Et pour ça, on ne peut plus se contenter de faire les choses à la main ou par des tableaux Excel, parce que les tableaux Excel ont leurs limites, c'est jamais à jour, c'est jamais complet, etc. Tandis que si c'est géré, si tout ça est dans un logiciel centralisé, à ce moment-là, on peut absorber des milliers et des milliers d'adhérents sans difficulté. Voilà, donc juste un mot, il y a deux types de logiciels, vous les voyez, il y a des logiciels tout en un, puis il y en a qui sont spécialisés. Ça dialogue avec le site web et ça dialogue aussi avec les utilisateurs qui sont les groupes de bénévoles. On voit à l'intérieur des pointillés rouges, on voit qu'il y a la GRC pure qui s'appuie sur la gestion d'un système un système de gestion de base de données, justement, ça s'appelle. Ça permet d'avoir énormément d'informations très facilement. Ce logiciel dialogue avec un logiciel d'envoi en nombre de courriels, voire de messages SMS ou WhatsApp. Et puis, c'est relié à un autre logiciel de paiement en ligne et un logiciel de comptabilité. Et dans le cas d'un GRC tout en un, eh bien, tout ce qui est à l'intérieur des pointillés est fourni en un seul logiciel. Voilà. Peu importe les détails, ce qui compte, ce sont les fonctions qui vont permettre à l'association de grandir dans de bonnes conditions. Voilà, je vous remercie. Parfait, merci infiniment Marc. Je vais t'arrêter de ta présentation. Et donc c'est à moi puisque je vais vous présenter l'activité communication et web. Et donc moi je vais vous parler
de communication et de l'ensemble des actions qu'on est en train de mettre en place. Alors, la première chose, bah, c'est le site web qui existait, hein, le site Uni pour nos enfants qui existait. En parallèle, j'active des gens, qu'on a mis à jour. Je vous le présenterai en direct en quelques secondes tout à l'heure. Donc, avec une page un petit peu revue et puis un certain nombre d'onglets qui vont permettre de vous d'accéder à tout un ensemble d'outils que je vous présenterai tout à l'heure dans quelques minutes. Important, c'est évidemment l'adhésion à l'association Unis pour nos enfants, les dons que vous pouvez faire pour aider l'association à fonctionner. Je pense qu'on en dira un petit mot tout à l'heure. Et puis cette newsletter, dont le premier exemplaire est arrivé dans vos boîtes aux lettres il y a quelques semaines. Ce site web, il se développe. Donc, il avait une présence sur Internet, hein, à peu près 80 à 100 connexions par jour. Et puis, bah, récemment, du fait de l'augmentation, effectivement, de notre activité de médiatisation, on voit une augmentation importante, presque un doublement du nombre de visiteurs depuis quelques semaines sur notre site. Donc, ça, c'était la première action. La deuxième, dont vous parlera Johanna en détail dans quelques minutes, c'est la mise en place de la newsletter. Cette newsletter qui a eu un grand succès par rapport au standard du domaine, puisque le mailing a eu à peu près 50% de taux d'ouverture, 20% de clics sur la newsletter, donc tout à fait positif. On déploie tout un ensemble d'outils sur les réseaux sociaux. D'abord une page Facebook, UPNE, qu'on a ouvert il y a quelques jours, qui a déjà 44 followers. Et ça sera évidemment extrêmement important et vous serez nos ambassadeurs pour pousser les gens à adhérer à cette page et que ça devienne effectivement le site de visibilité des actions de Unis pour nos enfants, de manière à ce qu'on puisse rassembler les gens et peser sur les politiques publiques. Donc là aussi, cette page donc, qui a été créée il y a à peine quelques semaines a vu sa fréquentation avec un pic à l'ouverture et puis une fréquentation qui est presque de 200 personnes par jour, ce qui est déjà pas mal pour une page qui a à peine quelques semaines. Alors, tiens, pour que ça n'arrange plus. Donc, en parallèle, un groupe Facebook qui se développe avec 80 membres déjà, dans lequel vous pouvez échanger des posts. C'est un groupe privé, donc tout ce qui se fait à l'intérieur reste à l'intérieur. Donc, je vous encourage vivement à adhérer à ce groupe. L'adhésion est peu modérée, donc c'est ouvert à tous les gens qui veulent rentrer dans ce groupe. Et puis, en parallèle, l'ouverture d'une page LinkedIn, la création d'une chaîne YouTube et à venir une section blog. Et enfin, pour terminer, donc le site web en direct. Voilà la page d'accueil de notre site Unis pour les enfants. Vous y voyez tout un ensemble d'onglets et les actions principales qui sont ici. Il y a un certain nombre d'outils, les boutons principaux pour les dons, adhésion et newsletters. Je vous fais un petit tour rapide. Donc, si vous voulez adhérer à l'association Unis pour nos enfants, voilà, vous pouvez soit adhérer directement à travers Helloasso ou faire un don de la même façon. Vous avez un certain nombre d'outils, comme par exemple la bibliographie. Vous avez quelques ouvrages ici en exemple, et surtout cette base dynamique auquel vous avez ici accès, basée sur Zotero, qui permet le référencement de centaines et de centaines d'articles. C'est une base qu'on alimente petit à petit, et vous êtes bien entendu bienvenus à nous envoyer des références pour que nous les mettions. Vous pouvez prendre contact avec nous à travers un formulaire de contact et enfin vous abonner à notre newsletter. Si vous le souhaitez, déposer un témoignage ici sur soumettre un nouveau témoignage. Je vous remercie. Et je vais passer la parole immédiatement à Johanna qui va vous présenter la newsletter en un peu plus de détails.
Donc, moi, je suis Johanna Waro. C'est moi qui m'occupe de la newsletter et de la communication pour l'association Unis pour nos enfants. Donc, comme vous avez pu le constater, enfin, pour ceux qui ont eu la chance de voir cette newsletter, elle comportait pour le mois de mai 8 pages dans lesquelles toutes les personnes importantes au sein de l'association qui ont souhaité passer un message ont pu le faire. Parallèlement à ça, j'ai aussi créé le Parlement du placement. C'est un site internet. On en parle aussi dans la newsletter. Il y a une page qui est dédiée à ça. J'ai créé un outil inédit qui s'appelle le Parlement du placement. C'est un espace indépendant où les parents, les professionnels, les juristes, les éducateurs, les psychologues et les citoyens peuvent témoigner, analyser, débattre et proposer des réformes. Ce Parlement, c'est pas un tribunal parallèle, c'est un lieu de vérité, un lieu où l'on documente ce que beaucoup préfèrent ignorer, un lieu où l'on redonne une voix à ceux qui n'en ont plus. Donc voilà, il y a deux structures. Le Parlement du placement s'est associé avec Unis pour nos enfants. Il faut savoir qu'au sein d'Unis pour nos enfants, je m'occupe de la newsletter, mais pas que, je m'occupe aussi de la communication. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait que la newsletter uniquement. Mais en tout cas, sachez que je suis aussi présidente d'une fédération et que j'ai l'habitude d'être au contact des victimes de ce système et que je suis moi-même concernée par cette situation parce que je suis une maman qui a 6 enfants placés depuis 3 ans. Donc, je connais très bien ce que les parents vivent. Et dans les constats que j'ai pu faire au cours de ces dernières années, je me rends compte qu'en fait, les problèmes rencontrés par chacun des parents sont des problèmes qu'on retrouve sur tout le territoire. Et donc, on n'est pas des cas uniques, c'est vraiment les mêmes pratiques qu'on retrouve dans toute la France. Donc voilà, sachez que si vous avez des besoins de parler ou même un appui administratif, je peux aussi vous aider. Parfait. Merci, merci beaucoup. Et évidemment, cette newsletter, elle est en accès libre à téléchargement sur le site internet si vous voulez la regarder en détail. Et bien sûr, d'autres suivront. Maître Verdier, merci infiniment d'accompagner Unis pour nos enfants depuis des années. Et merci d'être là ce soir. Et donc, la parole est à vous. Bonsoir. Alors, permettez-moi d'abord de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, car je sais bien que je ne suis pas connu de tout le monde. Après une formation en psychologie à l'Université de Toulouse, je suis rentré à l'École nationale de santé publique à Rennes et puis j'ai été inspecteur, tenez-vous bien, de l'aide sociale à l'enfance. J'ai ensuite été directeur départemental de DAS. C'est lorsque j'ai pris ma retraite de la fonction publique que j'ai repris le chemin de l'université et que j'ai présenté et puis soutenu une thèse de droit qui m'a permis de rentrer comme avocat au barreau de Paris. Alors, depuis une vingtaine d'années, je suis avocat au barreau de Paris, avocat d'enfants et aussi avocat de parents, le plus souvent d'ailleurs, et également de mineurs, puisque c'est possible. J'ai aussi écrit un certain nombre de livres sur l'aide sociale en France, l'adoption, le droit, et j'ai accompagné la première association de parents qui était le Fil d'Ariane, qui n'existe plus, mais qui a été la première association de parents d'enfants placés. Alors, c'est à partir de cette expérience d'ancien fonctionnaire qui a connu l'ASE de l'intérieur, de juristes et d'avocats que j'interviens dans l'association. Le groupe juridique de l'UPNE comprend une équipe d'avocats de toute la France engagés et tout à fait d'accord sur ces questions. En matière d'instance éducative, ce qui est le mode majeur de placement des enfants, l'avocat n'est pas obligatoire. Mais c'est cependant très utile. Il a le langage juridique, il maîtrise les procédures. Le droit, en effet, c'est une arme. C'est une arme qu'il faut savoir utiliser. Le droit actuel contient de nombreuses dispositions qui ne sont pas mises en œuvre par les juges. Par exemple, le recours à la famille ou au crédit de confiance avant tout placement. C'est dans la loi, ce n'est pas dans les pratiques. La possibilité de se faire accompagner par la personne de son choix. Ça existe depuis 1984, ça fait 42 ans, il faut se battre encore tous les jours pour le faire appliquer. Il contient aussi des lacunes qui nous appartiennent de dénoncer, comme la communication des rapports, par exemple, qui n'existent pas.
Alors, le groupe soutien juridique auquel j'appartiens se développe comme suit. D'abord, donner des renseignements juridiques et des conseils pratiques succincts et gratuits pour les adhérents par téléphone ou par mail. Le deuxième point, c'est l'orientation vers un avocat motivé et sensibilisé à ces questions. On nous demande tous les jours, est-ce que vous connaissez un avocat dans tel département ou tel département? On ne connaît pas forcément, mais on trouve toujours. Le troisième point, c'est d'élaborer des fiches d'information à destination des parents qui sont diffusées sur le site Internet. Déjà sont terminées et validées par le groupe d'avocats une fiche sur les informations préoccupantes. Que faire si vous êtes l'objet d'une IP? Que faire? La fiche OPP aussi, ordonnance de placement provisoire. Que faire si vous êtes l'objet? Quel recours? Quel délai? Une information à destination des enfants placés ou menacés d'être placés pour aussi étudier. Voilà trois orientations de ce groupe juridique. Je ne sais pas si ma collègue Barbara a des choses à ajouter. Elle a Barbara, été désactivée. Bonsoir à tous. Non, j'ai très très peu de choses à rajouter. Moi, je ne suis qu'une petite main. Mais Mais par non, mais contre, non. c'est vrai que la méconnaissance du droit est quelque chose qui est très handicapant quand on est un parent d'enfant placé ou quand on est un enfant qui est en cours de placement. On ne connaît pas ses droits, on ne sait pas les faire respecter. Donc, c'est important de pouvoir se retourner sur les avocats qui sont dans l'association et les autres. Mais ceux de l'association, au moins, on sait qu'ils sont sensibilisés au problème et on sait qu'on peut faire avancer les choses dans son propre dossier grâce à ça. Je me permets je me permets de rajouter une chose. S'il y a des avocats dans la salle, je pense qu'il y en a plusieurs qui se sont inscrits, nous sommes en train d'organiser une carte, comme l'a dit Maître Verdier, selon les sollicitations que nous avons dans chacun des départements et des barreaux concernés. Nous cherchons des avocats souvent au plus proche du tribunal où va se passer l'audience. Et si c'est vrai que nous travaillons aujourd'hui avec une quinzaine d'avocats de façon régulière, il y a des départements dans lesquels nous n'avons pas du tout de confrères et de consoeurs. Et donc, nous lançons un appel aussi ce soir à ce que d'autres se manifestent, bien sûr, dans la capacité de mener à bien les procédures judiciaires dans la philosophie de notre association, c'est-à-dire dans le bien de l'enfant et dans le bien des parents, et convaincu que le système n'est pas à la mesure de la protection, la dite protection de l'enfance telle qu'il apparaît. Donc, bienvenue à ceux et celles qui veulent se manifester auprès de l'association et nous envisagerons comment nous collaborons. Nous faisons un travail avec les avocats, hein, c'est-à-dire que il est rare que les parents travaillent seuls avec les avocats. Comme nous travaillons au quotidien avec les parents, nous formalisons un certain nombre d'aspects, non seulement en préparation de l'audience, mais au fil de l'eau, entre deux audiences, pour que le parent se situe dans la meilleure des postures qu'il attend vis-à-vis des services administratifs au quotidien et vis-à-vis du juge le jour de l'audience. merci Jean-Claude pour ces précisions extrêmement importantes. Vous avez compris qu'on a vraiment la volonté de travailler avec tous ces défenseurs des enfants euh, pour faire avancer cette cause qui nous tient tous tellement à cœur. Donc après, c'est Audrey et Véro qui vont nous parler du soutien moral, qui est un des piliers absolument essentiels, bien entendu, de l'activité de l'association Unis pour nos enfants. Donc Audrey et Véro, c'est à vous. Je commence. Alors, bonsoir à tous et à toutes et tous. Alors, moi, je m'appelle Véronique, je suis du département 33 de la Gironde et cela fait plusieurs années que je traverse un parcours très difficile lié à la protection de l'enfance, comme beaucoup de parents et de grands-parents aussi qui doivent être présents également, je pense, à cette réunion. Euh, voilà, j'ai connu le sentiment d'être seul, de ne pas être entendu, parfois même d'avoir l'impression que tous décident sans réellement écouter les familles et les enfants. D'ailleurs, c'est pas qu'une impression, c'est la réalité. Pour ma part, enfin, comme beaucoup de grands-parents qui demandons
quand des enfants sont placés, que les parents ne peuvent pas ou n'ont pas les capacités de s'occuper de leurs enfants, nous demandons à être tiers ligne de confiance, chose qui est très très rarement acceptée. Il y a toujours des prétextes. Voilà. Ensuite, j'ai découvert Unis pour nos enfants et là, après 8 ans de combat, c'est la première fois que j'ai trouvé une vraie écoute, du soutien, des conseils concrets et surtout des personnes qui comprennent ce que vivent les familles. Cette association m'a permis de reprendre de la force, de ne plus me sentir isolée et de rencontrer des parents, des grands-parents, mais aussi des professionnels engagés. Ce que je trouve très important dans cette association, c'est qu'elle ose parler des difficultés réelles que vivent certaines familles, les placements abusifs, les décisions parfois prises trop rapidement, le manque de dialogue avec certains services sociaux ou encore la difficulté pour les parents de faire entendre leur voix devant les juges. Mais l'objectif n'est pas d'être dans l'opposition permanente. L'objectif, c'est de protéger les enfants, de défendre l'intérêt familial et de permettre un vrai dialogue. Parce qu'un enfant a aussi besoin qu'on écoute ses parents, sa famille, qu'on comprenne son histoire et qu'on accompagne les familles au lieu seulement de les juger. Je pense aussi qu'il faut aujourd'hui créer davantage de liens entre les familles, les associations, les professionnels et les avocats. Beaucoup de parents ne savent pas vers qui se tourner, ne connaissent pas leurs droits ou n'ont pas accès à des avocats réellement spécialisés et humains dans chaque département. Donc ce soir, j'aimerais aussi lancer un appel aux professionnels qui veulent faire évoluer les pratiques, aux avocats sensibles à la protection de l'enfance, aux bénévoles et aux familles qui se sentent seules. Rejoindre une association comme celle-ci, c'est permettre de créer un réseau d'entraide, d'écoute et d'action pour que les choses avancent dans le respect des enfants et des familles. Voilà ce que je peux dire. Je suis active dans l'association, je fais un petit peu partie du comité de pilotage et je peux apporter du soutien aux familles de par mon expérience professionnelle, mais nous sommes en cours de formation, nous allons nous former un peu plus pour apporter cette aide, mais comme nous vivons tous à peu près la même chose, quand on a le recul, c'est plus facile d'apporter de l'aide aux personnes qui se retrouvent dans des situations immédiates, quoi. Enfin, voilà. Ben, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas dépassé mon temps et je vais laisser la parole à Audrey. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je pense qu'il y en a que je connais. Je vous salue en particulier. Moi, c'est Audrey, j'ai 38 ans. Et mon enfant qui a 5 ans a été placé 2 fois. Une fois sur ordonnance de placement provisoire quand il était bébé et une fois pour un placement d'1 an. Ce qui veut dire que je suis devenue ce qu'on appelle un patient expert de force. Ça fait 2 ans que j'ai récupéré mon petit et il va bien, nous allons bien, mais c'est sûr que le traumatisme d'1 an de parentectomie, de séparation forcée, est énorme. Je pense pour lui, pour les parents et pour toute la famille élargie. Et c'est parce que c'est extrêmement douloureux que je pensais que c'était déjà un traumatisme extrêmement grave, la séparation forcée. Ça m'a été confirmé par Liviu Poenaru, qui a fait une recherche clinique, qui a commencé à faire une recherche clinique sur la séparation forcée. Donc ça me donne d'autant plus de motivation aujourd'hui de coopérer avec Unis pour nos enfants parce que je peux au moins amener et mon expérience de co-victime de placement illégal, arbitraire, abusif et aussi mon expérience en tant que référente de la cellule SAPA 24 qui était un groupe où à un moment donné on était une douzaine de familles d'enfants placés ou ayant été placés ensemble. Donc j'ai pu, moi, observer aussi comment ça s'est passé le placement pour des dizaines de familles dans mon département, Dordogne, mais aussi ailleurs. Donc je pense que j'ai eu le nez dans à peu près 40, 50 affaires en tout d'assistance éducative et c'est ça qui m'a donné une vision globale qui me confirme malheureusement la dure réalité où nous naviguons en pleine incompétence. Dès le début du dispositif de protection de l'enfance, dans les cellules régionales, enfin les CRIP ou CDIP, les cellules départementales de traitement des informations préoccupantes, dans l'ASE, les ASE aussi,
où j'ai clairement constaté que personne n'avait rien à m'apprendre sur mes capacités, mes compétences parentales, ce qui me démontre qu'il y a de grosses lacunes, puisque pour moi, si on veut aider les enfants, en fait, il faut aider les parents. Tant qu'il n'y a pas la preuve formelle en justice, de manière légale, que les parents, les deux parents, sont maltraitants, profondément dysfonctionnels ou abusifs, ou pire, n'est-ce pas, ou des pédocriminels. Donc en fait, mon credo, il est très simple, c'est s'il n'est pas démontré par la preuve en justice et fait correctement en justice que les parents sont vraiment extrêmement dangereux, et je précise bien les deux, n'est-ce pas, puisqu'on est en pleine actualité sur le traitement judiciaire de l'inceste. Si les deux parents ne sont absolument pas fonctionnels, et Pierre Verdier l'a dit, bien sûr, il reste toujours les options, que ce soit le papy, les grands-parents, les oncles, tantes, parrains, marraines, ou de la famille élargie qui accueille les enfants. Donc, de mon point de vue, le placement d'enfants à l'ASE ne peut être qu'une exception extrêmement limitée. Vous vous en doutez, c'est inacceptable la situation française avec un nombre colossal d'enfants séparés. Donc dans ce magma d'incompétence, et je crains pas de le dire, il faut être réaliste, et aussi de réseau, puisqu'on se rend compte finalement que pas toutes les affaires, mais à peu près 10% des affaires où il n'y a pas de résolution, où ça n'évolue pas, en fait c'est parce qu'il y a du conflit d'intérêts, il y a du réseau d'influence. Je vais vous douter où je veux aller, et finalement moi je souhaite apporter à Unis pour nos enfants ma vision un peu plus globale de il y a le placement abusif, il y a le placement arbitraire, il y a le placement illégal, il peut y avoir les trois en même temps, et il peut y avoir pire, et en plus, vous le savez, la plupart d'entre vous, le remède est souvent pire que le mal. Donc, puisque le remède est encore pire que le mal, on devrait à tout prix aujourd'hui infléchir les politiques publiques, et c'est aussi l'objectif de Unis pour nos enfants pour l'année qui vient. Donc moi, je m'allie à cet objectif. Je ne suis pas du tout politique et politisée, mais étant donné qu'on est dans un moment assez crucial de notre histoire et qu'il va y avoir les élections, ça me semble, c'est l'appel que je peux vous lancer, c'est si c'est pas cette année, si c'est pas maintenant qu'on s'unit, qu'on essaye de coopérer ensemble, c'est quand? Puisque là, ce qu'on vit, c'est extrêmement grave. On vit dans un système, de mon point de vue, qui est totalitaire et qui l'a clairement démontré depuis plusieurs années. Et c'est ce qui explique aussi la situation pour les enfants, le nombre qui explose des placements abusifs. Il y a un délitement de la cellule familiale, il y a rien qui est fait pour promouvoir l'amour, l'affection, la parentalité, essayer d'aider les gens à vivre bien. Et ça, vous le savez aussi, il y a l'isolement, la précarité, les séparations de couple, il y a tout en fait qui se joue, et on peut toucher à tout quand on met le nez dans l'assistance éducative. Donc moi, j'apporte aussi cette vision globale. Pour ce qui est du soutien aux familles, comme j'ai dit à l'équipe de Unis pour nos enfants, moi je suis à un stade où ça me fait tellement du mal que c'est très dur de continuer à faire de l'accompagnement et du soutien. Moi j'espère plutôt aider à la compréhension des situations, à faire du lien avec des partenaires, avec des éducants libéraux, des assistantes sociales qui sont de notre côté, qui sont plutôt dans la résistance et qui savent que plus on va aider les parents, les familles, et plus on peut aider des enfants. Donc, et j'ai envie de rajouter le côté un peu stratégique que moi je vois dans mon intégration dans cette équipe, c'est que le discours ambiant actuel, c'est il y a un focus qui est fait en ce moment sur l'inceste, il y a un focus qui est fait sur la pédocriminalité. Ne nous faisons pas avoir, nous ne sommes pas tous des pédocriminels et des gens dysfonctionnels. Je pense que l'immense majorité d'entre nous n'est pas psychopathe et fonctionnel, et donc ne nous faisons pas avoir par ce qui se passe en ce moment. Hormis les cas donc extrêmes d'inceste, de grands dysfonctionnements, de grandes maltraitances, la plupart des familles doivent être soutenues. Et en ça, je rejoins Jean-Claude le Président, c'est-à-dire que la posture d'humanité et de solidarité, il faut qu'on la reprenne et il faut qu'on l'infuse, parce que dans l'environnement numérique sur le sujet des placements abusifs, il n'y a pas de cohérence pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, certains vont dire ce sont les familles catholiques qui sont visées, d'autres vont dire ce sont des familles plutôt de ce type-là, d'autres pensent que c'est d'autres gens qui sont visés, et de mon point de vue, on est tous visés. C'est ma conclusion, on est tous concernés. Donc, il y a urgence à se protéger entre nous. Il y a urgence à faire des mises en relation et que nos compétences aillent aux mêmes endroits.
Et moi, pour ceux qui savent, je suis aussi dans la fédération SAPA. Enfin, je fais ce que je peux, n'est-ce pas? Mais je souhaite que, peu importe le nom et les modalités, en fait, j'aimerais inspirer que ça ne repose sur la conclusion. Moi, je pense que c'est nous qui pouvons y arriver. C'est pas forcément les politiques, mais voilà, il faut le faire. Il faut se focaliser sur nos communs et pas sur nos différences. Voilà, Merci, j'ai dit. merci beaucoup Audrey pour cette explication, cette présentation du soutien aux familles et puis ce témoignage extrêmement militant, poignant, qu'on ne peut tous que reprendre. Effectivement, on souffre tous, on est tous plus ou moins de près ou de loin ici concernés par ces traitements injustes et horribles. Et c'est certainement tous unis qu'on pourra lutter contre ça. Jean-Claude, on a déjà dit quelques mots donc sur le projet qu'on a de fédération d'associations. Peut-être est-ce que tu veux compléter un peu sur ce thème? Oui, volontiers. Je prendrai un peu la genèse. Qu'est-ce qu'on voit alors si on parle de cette fameuse réunion qui avait eu lieu, je crois que c'était en 2002, hein, je repars dans l'histoire ancienne, avec donc Pierre Nave, l'inspecteur de l'IGAS, qui nous disait il faudra au moins 20 ans pour que on se débarrasse de placements abusifs. Il avait imaginé qu'à l'époque, sur les 100 000 enfants placés, eh bien 50 000 étaient placés abusivement. Qu'est-ce que l'on voit 20 ans après? Non seulement on ne s'est pas débarrassé de ce fléau, mais ce fléau a pris une ampleur invraisemblable. Invraisemblable dans le sens où la France bat un des records européens du placement. On prend souvent, à titre de comparaison, les pays limitrophes, que ce soit l'Italie ou l'Espagne, on n'a pas ce taux de placement aussi fort. Et pourquoi je reprends cet historique? C'est que la plupart des associations qui sont nées, je dis la plupart, pas toutes, mais qui sont nées du vécu d'un parent ou des deux parents, parfois c'est un couple, qui, dans la souffrance qu'il connaît, dans l'impossibilité et l'impuissance qu'il vit face à l'administration, face à la souffrance de voir son enfant enfermé, isolé, avec tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir ce que c'est qu'un traumatisme de la séparation, avec les conséquences physiques, avec les conséquences de développement pour l'enfant qui prend des retards considérables. Et sans vouloir donner trop d'exemples, hein, nous en avons tous les jours. Hein, en ce qui me concerne, j'ai entre 5 et 10 appels téléphoniques qui me présentent des situations où les parents découvrent ce qui leur arrive comme quelque chose d'invraisemblable et d'inacceptable. Et les associations que nous avons connues ces dernières années étaient des associations, je dirais, bien sûr, bien motivées, déterminées, faisant une analyse extrêmement rigoureuse du système, mais n'ayant pas la force de frappe qui est nécessaire pour infléchir la politique publique. Et notre idée, nous, Unis pour nos enfants, c'est que nous ne sommes pas l'aide sociale à l'enfance qui va imposer un schéma, un principe et une église dont on va suivre les règlements. Ce que l'on propose, c'est que partout où il y a des personnes qui sont engagées avec la forme qui est la leur, certains sont spécifiques, par exemple dans les violences conjugales, d'autres dans l'autisme, d'autres dans, qu'est-ce que je dirais, l'inceste, puisque le placement d'enfants arrive dans des contextes qu'on peut dire assez identiques. Ça peut être le placement à la naissance, ça peut être le placement après des plaintes liées aux violences conjugales que peuvent subir souvent les mamans. Et la réponse qui leur est faite, c'est votre enfant a sans doute été sujet à ces violences, donc on va le protéger, on va l'isoler. Et double peine pour la maman qui non seulement continue
à être victime du conjoint, mais qui ne voit plus ses enfants. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas le sujet, mais nous avons des choses en commun. Et sur ce que nous avons en commun, nous souhaiterions que maintenant, nous travaillions ensemble. Alors, ça peut être par des actions. Elles sont multiples. On vous a présenté les nôtres, mais ça peut être des actions tout à fait concrètes. Parlons de ce soutien moral, qui est l'une des tâches qui nous tient à cœur. Ce soutien moral nécessite une certaine professionnalisation. On ne peut pas écouter au téléphone de manière simplement sans travail, parce qu'on pourrait confondre ce que nous ressentons à l'intérieur de nous et le sujet qui est abordé par le parent qui parle. Or, ce sont deux choses complètement différentes. Il faut pouvoir deviner dans ce soutien moral la question, quel est le besoin du parent? Est-ce qu'il a un besoin administratif, juridique, de quelle nature, indépendamment du niveau d'émotion qu'il exprime? Et donc, nous pourrions développer, quand on dit développer, une action commune à toutes les associations qui existent pour progresser de manière professionnelle sur ce sujet-là. Et bien sûr, en ce qui concerne l'infléchissement de la politique publique, c'est là où on attend le plus de représentants, parce que c'est pour pouvoir peser, comme on le disait au début, le million de personnes concernées doit au moins avoir 1%. 1%, c'est rien en pourcentage, mais ça veut dire 10 000 personnes qui peuvent répondre lorsque on écrit à un ministre, lorsqu'on s'adresse à une commission parlementaire. On a vu comme il a été très difficile de pouvoir être représenté au niveau de la commission parlementaire sur l'aide sociale à l'enfance. Si demain nous représentons une force de frappe de 10 000, 20 000 ou 30 000 par an, on nous recevra, on nous entendra. Merci Jean-Claude, merci beaucoup pour cette présentation. Il y aura tout un ensemble d'événements tout au long de l'année qui permettront de faire croître cette fédération d'associations. On est en fait dans les temps, ce qui est assez étonnant et bien pour le souligner. Et donc, on a notre dernier intervenant avant de passer à une session de questions-réponses et puis d'avoir les interventions d'un autre avocat, Maître Arag, et puis d'une conseillère en psychologie. Donc, Vincent, si ton micro marche, c'est à toi pour nous parler de l'événementiel. Donc voilà, moi je suis Vincent Pavant, donc je suis enseignant-chercheur. J'ai traversé, comme beaucoup des autres qui sont intervenus tout à l'heure, des passages assez douloureux avec l'aide sociale à l'enfance, qui m'a fait écrire 2 livres, donc l'aide sociale à l'enfance, généalogie d'un dispositif biopolitique totalitaire, dont le second tome va sortir là, le 24 juin et le premier tome est sorti en février, donc une analyse philosophique avec Michel Foucault en toile de fond. Voilà. Alors moi, je suis très investi avec Unis pour nos enfants et une autre association dont je suis président, Rien Fou Liberté, dans l'organisation d'événements parce que, effectivement, pour faire le lien avec ce que disait Jean-Claude et avec tout ce qui est fait autour de la communication des actions du PNE, si on veut être reconnu par les institutions, par les hommes politiques, par les médias, on a besoin de se signaler tout simplement. Ça, c'est une première chose. Donc, une communication extérieure, mais on a également besoin pour réunir de se rencontrer régulièrement autour d'événements qui sont fédérateurs, qui sont fondateurs, qui vont des plus petits aux plus grands événements, avec à chaque événement donc sa propre ambition pour faire progresser donc la cause de l'enfance, tout simplement, cause de l'enfance. Donc nous estimons ici être lié, hélas, au dispositif très violent que l'État donc met en place à travers l'aide sociale à l'enfance et donc ceux que l'on appelle les dysfonctionnements qui sont en fait plutôt des symptômes. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'avec UPNE, il y a 4 événements qui sont un petit peu sur les rails. Donc le premier va concerner donc
Effectivement, les 25 et 26 juin donc 2026, en parallèle des Assises nationales de la protection de l'enfance, donc à Strasbourg. Donc le 26 juin, ce sera donc l'organisation de l'Assemblée générale du PNE avec donc une session ouverte, eh bien, à des gens qui voudraient un petit peu voir ce qu'on fait, dans lesquels on fera des conférences, on rencontrera des gens, on prendra effectivement des adhésions et puis donc la veille donc des gens du PNE seront reçus aux Assises nationales de la protection de l'enfance pour lesquels j'essaie de préparer un petit événement de manifestation donc devant ces assises. Également, donc, les 24 heures de la parole, c'est très important de effectivement faire en sorte que les familles, les enfants qui ont subi les agissements de l'ASE puissent témoigner. Une des grandes règles de l'aide sociale à l'enfance, hélas, c'est que la parole des familles, des enfants est le plus souvent tue, pour pas dire en fait vue de manière ridicule. Voilà, elle est ridiculisée. Et il y a un vrai besoin de parler, tout simplement pour faire également connaître au public ce qui se passe réellement dans l'aide sociale à l'enfance. Il y a une communication gouvernementale, des communications médiatiques, voire politiques, qui sont toutes dans le même sens, sans que les familles puissent parler d'elles-mêmes, sans qu'elles puissent dire ce qu'elles ont vécu. Donc, les 13 et 14, pardon, excusez-moi, les 17-18 octobre 2026. Donc, nous préparons avec toute l'équipe du PNE donc une prise de parole sur 24 heures en continu, donc une sorte de téléthon de la parole où on fera témoigner donc eh bien les familles qui voudront bien, les enfants qui voudront bien, et puis on échangera avec des gens, des avocats, des écrivains, etc. Et avec peut-être un artiste romantique donc que je vais les rencontrer à Laval prochainement, qui pourrait bien nous faire une petite interprétation de ces morceaux, dont un morceau donc sur la DAS est un ancien enfant placé de la DAS. 23-24 octobre à Saintes, donc eh bien tout simplement les journées de l'enfance et de l'ASE, avec une journée et demie, avec 1500, une salle de 1500 personnes, avec un gros événement, donc évidemment des tables rondes, des dialogues, ce sera refilmé, rediffusé en direct, avec donc énormément de personnes qui ont déjà donné leur accord pour intervenir, qui sera l'occasion de la création de la fédération le vendredi donc 23, où on espère réunir le maximum d'associations pour arriver à cet objectif donc de se réunir pour peser et de devenir la fédération incontournable avec lesquelles seront obligées de composer eh bien les institutions. Et pour terminer donc une journée en l'hommage, en l'honneur plutôt même de Pierre Verdier, donc qui sera organisé plus vraisemblablement dans l'université, avec un public d'universitaires, d'avocats, de juristes, avec lesquels Pierre a travaillé depuis plus de 40 ans maintenant, et qui viendront en fait essayer de se fédérer autour de Pierre pour transmettre toute la vision que Pierre a développée autour du droit donc des familles et des enfants face effectivement à l'État, à l'aide sociale, de sorte que l'esprit justement du droit puisse continuer à vivre. Donc ce sera vraisemblablement décembre 2026, peut-être janvier, on verra bien. Voilà. Mon temps de parole est fini. Donc un programme très chargé avec, je l'espère, une dynamique qui nous permettra surtout de nous réunir et de montrer un petit peu ce dont UPNE est capable, de sorte qu'on puisse nous identifier au niveau politique, au niveau médiatique, au niveau institutionnel, comme étant effectivement une association crédible et dynamique au service donc tout simplement de son objet social. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Donc, je vous propose de rentrer maintenant dans une période d'échange. Alors bon, comme on est une quarantaine et pour être assez efficace, ce qu'on vous a proposé, c'est de poser des questions dans le chat. Et il y a un certain nombre de personnes qui nous ont envoyé aussi des questions à l'avance. Et je pense que ça, c'est très confortable. Donc, pour l'avenir, d'ailleurs, on vous encouragera vraiment à faire ça. Donc, pendant que je lis les premières questions qui nous sont arrivées à l'avance, auxquelles les personnes qui viennent de présenter vont pouvoir répondre, je vous encourage à mettre vos questions dans le chat et puis on les prendra dans l'ordre et on va se donner, on va dire, une quinzaine de minutes à peu près avant de passer aux deux dernières interventions. Donc la première question, c'est quel est le nombre de placements abusifs en France? Sur quelle tranche d'âge porte-t-il? Quelles sont les causes avancées pour ces placements?
Donner le nombre de placements abusifs en France, ça sera toujours contestable. J'ai déjà beaucoup de mal à avoir des statistiques sur les placements en France. Je parle même pas d'abusifs. Par exemple, à quel âge on rentre en placement? Combien de temps ça dure? Combien on fait de lieux? Tout ça, on le sait pas. Il y a un organisme qui s'appelle l'adresse, qui publie ce qu'il a. Les départements remplissent ce qu'on leur demande de façon parfois ésotérique. Alors, j'ai déjà du mal à vous dire combien il y a d'enfants placés aujourd'hui. Vous dire combien il y en a d'abusifs, je ne saurais le dire. Par contre, à force d'aider des familles, à force d'écouter des gens comme Maître Verdier, comme Catherine Gadot, qui suivent ça depuis près de 30 ans, on peut estimer, comme Pierre Nave, on peut estimer raisonnablement qu'il y en a entre 50 et 80%, ce qui fait quand même plus de 100 000 enfants. Oui, merci Barbara. Peut-être là pour l'ensemble de nos auditeurs, là, dire quand même les chiffres qui sortent régulièrement hein, dans les médias. Donc ce chiffre de 400 000 enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et de l'ordre de 230 000, 240 000 enfants qui sont effectivement arrachés à leur famille et placés soit dans des foyers, soit dans des familles d'accueil ou dans des MEX, des IME, enfin, etc. Je crois qu'on est de cet ordre-là. La question suivante nous vient directement du chat. Merci. Merci pour cette conférence. Merci à vous d'être présent. Vous avez évoqué la présence de fiches pratiques sur l'OPP et l'IP, mais je n'ai pas trouvé de lien sur le site web de l'UPNE. Donc, je pense qu'on va être plusieurs à répondre. La première chose, oui. Tout ça, bon, c'est un travail dynamique, donc ça va venir. Et puis Barbara peut compléter. Donc, pour le moment, on essaie d'abord de rédiger un peu plus de texte de façon à ce que ce soit homogène comme présentation et comme structure. Ensuite, c'est vrai qu'on va les mettre en lien, mais il faut que ce soit des présentations qui soient accessibles à tous. Donc, ça demande une mise en forme, ça demande quand même un temps de réflexion pour savoir comment on le présente, si ça va être raconté, si ça va être juste des textes en PDF. Enfin, tout ça, c'est à définir. Donc là, on a les documents. Maintenant, il faut qu'on choisisse la présentation. Merci Barbara. Oui, et ces documents seront accessibles donc à tous les adhérents de l'UPNE à l'intérieur du site. Voilà, donc ça sauf un document particulier qui lui sera public, qui n'est pas destiné aux parents, il est destiné aux enfants qui sont en danger de placement. Parce que les enfants ont des droits, ils peuvent s'en saisir et parfois très tôt. Simplement, il faudrait qu'ils en soient informés. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir les en informer. Et là, je leur fais confiance, ils agiront. Et donc, il y aura effectivement sur le site de l'UPNE et sur les pages de l'UPNE un bouton qui permettra aux enfants, enfin qui permettra à qui le veut, d'accéder à ces informations. Et puis par ailleurs, donc tout un ensemble d'informations qui seront dans le domaine réservé aux adhérents, d'une certaine façon peut-être de vous encourager à rejoindre cette association, notre association. Un point important qu'on dira et qu'on redira, c'est au niveau de la confidentialité. Quand vous faites une adhésion à Unis pour vos enfants, il y a une cotisation, donc vous devez effectivement faire un paiement qui vous identifie, mais il faut bien que vous sachiez que la liste des adhérents est absolument confidentielle, les coordonnées sont absolument confidentielles, donc votre anonymité est totalement Anonymat, oui. Absolument confirmé, garanti. Un commentaire. Donc, je rejoins Audrey. Il faut cesser de simplement dénoncer et commencer à revendiquer. Ma première proposition, pas de placement forcé si le ou les parents qui réclament le retour de leur enfant ne sont pas poursuivis ou condamnés pour abandon ou maltraitance. Vous en pensez quoi? Alors, moi, je dirais pas de placement forcé si l'enfant ne veut pas y aller, déjà. Oui. Si l'enfant se sent bien dans sa famille, il n'y a aucune raison de l'en sortir.
Oui, alors vous connaissez bien sûr ce fameux mot qui, si j'ai bien compris, va être interdit par le législateur, ce fameux terme qui a permis tant et tant de placements, qui est celui du syndrome d'aliénation parentale, hein, bien sûr, qui, si j'ai bien compris les derniers articles que j'ai lus, va être effectivement interdit. Cette idée qu'un enfant serait incapable de dire s'il est malheureux ou heureux et serait donc obligatoirement en capacité d'être placé contre son gré sur des avis totalement subjectifs. Je laisse qui veut compléter pendant que je cherche les autres questions. Connaissez-vous L145 CPC à utiliser pour la conservation des preuves dans les bureaux EDS ou FP, là c'est très technique, par les huissiers et les experts en criminalistique numérique munis d'une ordonnance du Oula, juge? S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait, oulala, je comprends pas tout. Donc la question, c'est certainement une question pour nos avocats. Je ne sais pas si vous avez compris la question, maître. Je Pas vous la moi. redis. Connaissez-vous l'article 145 du Code de procédure civile à utiliser pour la conservation des preuves dans les bureaux EDS? Alors, je ne sais pas ce que c'est EDS ou PF par les huissiers et les experts en criminalistique numérique munis d'une ordonnance du juge. Je ne sais pas. Donc, pendant que Pierre recherche, je vais prendre les questions suivantes. Est-ce que Audrey peut-elle reciter les 3 types de placements, s'il vous plaît? Arbitraire, abusif, il en manque un. et illégal, illégaux. Illégaux. Voilà. Une question suivante. Merci beaucoup de votre activité là pour poser des questions. C'est très agréable hein, de sentir votre participation. Ça. Euh, Donc là, c'est un critère objectif qui ouvre les droits de la défense. Si cette loi passait, donc la loi, on fait référence à celle, pas de placement forcé si les parents réclament le retour de leurs enfants, ne sont pas condamnés. Si cette loi passait, le lendemain du décret d'application, plus de la moitié des enfants seraient libérés. Absolument. Absolument. Euh, Audrey, plus possible d'activer mon micro. Ah, C'est d'accord. autre chose. Ça, c'est autre chose. Alors, attends, participant, Audrey. Euh, Sinon, Audrey, tu peux mettre ta réponse dans le chat. Attends, je te réactive, c'est bizarre. Bon, je maîtrise pas tout, la technique. Voilà, je t'ai demandé de réactiver ton micro. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui, mais Audrey, tu as la parole. C'est OK. Oui, merci. C'est vrai que j'ai distingué, mais j'ai fait exprès, j'ai bien dit placement abusif, arbitraire et illégal, parce que d'un point de vue du droit, et je laisse Maître Verdier préciser ou me corriger, quand on regarde les procédures de l'assistance éducative, puisque c'est ça qui nous concerne majoritairement, on constate de très grandes irrégularités, c'est-à-dire un non-respect du droit. Et vous le savez, pour ceux qui avaient le nez dedans, on dit bien en assistance éducative, le débat contradictoire n'est souvent pas respecté. Donc moi, je l'ai vécu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans le cabinet du juge des enfants, qui donc décide, ordonne des mesures d'assistance éducative, la parole des parents est bafouée. Nous sommes parfois humiliés, en vérité, dans les cabinets des juges des enfants et en cour d'appel, devant la chambre des mineurs, en cour d'appel, quand nous faisons appel. Nous sommes humiliés, bâillonnés. Nous n'avons que très peu de temps de parole. Et même en amont, souvent, il y a eu déjà des irrégularités. J'en cite une qui est très connue. C'est que normalement, nous avons totalement le droit, nous les parents qui sommes concernés, d'accéder au rapport administratif de la CRIP ou la CDIP, la cellule départementale qui traite les informations préoccupantes qui lui arrivent. Nous avons le droit d'accéder également au rapport de l'aide sociale à l'enfance quand l'enfant bénéficie déjà d'une mesure ou d'un placement, bénéficie entre guillemets, n'est-ce pas? Donc il y a de l'illégalité. Et moi, je peux témoigner que voilà, sur des dizaines et des dizaines de jugements, d'ordonnances, d'affaires dans lesquelles j'ai mis mon nez, voilà, 80% du temps, 90%, en fait, il y a une illégalité, puisque les procédures ne sont pas respectées. Le droit d'accéder aux communications de l'ASE
au rapport aussi MIJ, les mesures d'investigation judiciaire éducative, tout ça est complètement bafoué. Moi, je l'ai expérimenté, hein. J'ai demandé et j'ai vu qu'on m'a refusé d'accéder à ça. Je donne un autre exemple. Les parents ont droit d'être accompagnés au rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance. C'est un droit qui est inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles. Ce droit est bafoué. Je suis également témoin. Je me suis proposée, nous avons écrit avec des parents en Dordogne. Ils ont eux-mêmes demandé à ce que je les accompagne et ça m'a été refusé. Ça nous a été refusé. Donc les départements ne respectent pas le droit aussi. Donc ça, c'est illégal d'après moi. Et quand je dis arbitraire, je pense plutôt à de l'influence en fait, de l'influence par exemple des experts judiciaires, les experts psychologues ou psychiatres qui rendent des rapports pour le juge des enfants ont des visions qui sont archaïques ou arbitraires dans le sens où ils vont prendre un parti, ils vont analyser une situation ou les personnalités des parents selon un angle très réduit, très fermé, et ils ne vont regarder que ça. Donc ça, c'est arbitraire de mon point de vue. On n'a pas ces documents-là ne permettent pas d'avoir une vision globale du fonctionnement familial. Donc c'est très arbitraire. Donc ça veut dire que, par exemple, un juge peut être bon dans une affaire. On peut regarder comment a travaillé le juge et on peut se dire bon, il n'y a pas à critiquer. Le juge a respecté, a motivé sa décision. Mais si l'expert qui a rendu une expertise a fait quelque chose de bidon, de faux, d'arbitraire ou de dirigé ou de tronqué, ben, le juge va être induit en erreur. Donc ça peut devenir arbitraire d'après moi à cause de ça. Et quand je dis placement abusif, je pense plus en fait à des mécanismes psychologiques, c'est-à-dire le fait que dans les services sociaux, dans la culture judiciaire des juges des enfants, des magistrats, il y a une tendance abusive, courante, à croire à sa fonction, à son statut, et donc à juger de la vie des autres, à juger d'une situation depuis son parti pris, depuis sa philosophie, depuis son idéologie. Donc ça, vous me direz, c'est également illégal, hein. Le juge devrait statuer dans l'intérêt de l'enfant. Audrey, je me permets de t'interrompre parce qu'on a en fait encore plusieurs questions. Donc, il faut qu'on essaye de faire de ce que tu dis est absolument passionnant, mais on est obligé, si on veut pouvoir répondre à tout le monde, de s'en tenir des réponses courtes. Excuse-moi, je joue mon rôle de méchant modérateur. Question suivante. Le juge pour enfants a-t-il le droit de tenir une audience en présence de l'enfant et sans greffier? Eh bien non. Cependant, il faut soulever l'illégalité dès le début de l'audience. Si vous ne le soulevez pas, ça veut dire que vous acceptez l'absence du greffier. Ok, merci. Donc la réponse est claire. J'ai deux autres questions qui m'étaient parvenues à l'avance. Donc, où est le guide de prévention du placement abusif? Donc, je pense que Barbara a répondu tout à l'heure. Il est en cours de rédaction, de finalisation. Et enfin, une vaste question, très difficile. Comment contrer l'incompétence de l'ASE? Alors, ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de se montrer un bon parent. En fait, pour moi, les parents, ils ont 3 jobs. Il faut aimer vos enfants, mais ça, ils s'en foutent royalement. Donc, ils ont 3 jobs. C'est l'éducation, la santé, la sécurité. Si vous pouvez montrer au juge que malgré le placement sur ces 3 sujets, vous êtes meilleur que l'ASE, il n'y a aucune raison de laisser votre enfant en placement. Oui, alors ça, après ça reste théorique ça, hein, parce qu'effectivement, malheureusement… Non. À chaque fois qu'on a obtenu des mains levées de placement, quand il n'y avait pas de cas d'accident spécifique, c'était là-dessus. Vous comprenez, l'ASE n'a pas scolarisé mon enfant alors qu'il pourrait aller à telle école, j'ai pris des contacts, machin, voilà, et le juge a dit oui. Vous comprenez, mon enfant était malade, il avait un truc contagieux, j'ai prévenu le foyer n'en a pas tenu compte, les 15 gamins du foyer l'ont aussi, je suis désolée pour eux, mais c'est un problème d'incompétence. Et ça, les juges, ils sont très sensibles, parce qu'ils ne veulent pas que l'ASE fasse moins bien et que ça se voit.
Euh, je prends la parole pour dire que le combat contre l'ASE est extrêmement difficile parce qu'il s'inscrit vraiment dans une histoire extrêmement longue, extrêmement idéologique, qui remonte à très loin, avec des habitudes qui sont effectivement euh, prises depuis très longtemps. Il n'y a pas de recette miracle pour gagner, même si effectivement il y a peut-être heureusement des victoires, c'est hélas, il y avait hélas des martingales, je dirais, ça se saurait. Ce qu'a rappelé tout à l'heure Jean-Claude Janota citant euh, donc Pierre Nave, l'inspecteur de l'IGAS, donc qui était interrogé dans les années 2000 sur l'idée qu'il faudra encore 20 ans pour diminuer par deux, donc on était à l'époque des années 2000, hein, 20 ans pour diminuer par deux le nombre de placements abusifs, donc résister à l'ASE. En réalité, on a vu qu'en 20 ans, on a plutôt multiplié par deux, pas tout à fait, mais pas loin. Ce qui montre bien que même en ayant conscience, même en ayant fait un peu le buzz, à l'époque, en 2002, en réalité, il y a toujours plus d'enfants placés et effectivement, il faudra peut-être encore des dizaines et des dizaines d'années. C'est toute une machinerie et pour ma part, justement, Unis pour nos enfants, je crois, prendre conscience de ça, mais on sait qu'on travaille sur le très, très, très long terme. Il y a énormément de points sur lesquels il faut travailler pour essayer de comprendre. Voilà. Merci beaucoup. On arrive au bout du temps qu'on s'était imparti. Il y a un certain nombre de commentaires qui sont là, qui vont être enregistrés, donc on pourra partager après. Peut-être une toute dernière question qui est, connaissez-vous Maître Hamas? L'avez-vous déjà approché? La réponse est oui. Tout le monde connaît Maître Hamas. Tout le monde connaît Maître Hamas. Il est très, très occupé. Il est très, très occupé. Voilà, on va dire, enfin, moi, je vais dire ça. Merci. Je pense qu'il faut qu'on tienne les temps. Et puis, je vois plus le flux de questions s'est un peu arrêté. Bien sûr, de toute façon, toute l'équipe est là pour répondre à vos questions tout le long, tout le temps. Certains d'entre vous, d'entre nous, nuit et jour. D'ailleurs, ils se reconnaîtront. Et donc, je vous propose qu'on passe aux deux dernières interventions qui sont, d'une part, alors, je me rappelle plus de l'ordre, ce qu'on avait choisi. Donc, Maître Arag pour le premier. Voilà. Donc, Maître Arag, est-ce que vous avez votre micro? Alors, activé. Alors, Maître Arag, je l'ai vu rentrer tout à l'heure. Il est là. Je lui demande de réactiver son micro et sa caméra. Je vais donc l'autre, est-ce qu'il y arrive? Alors pour le micro, c'est bon? Oui, et la vidéo, allez-y. La vidéo, ça doit être bon. Et pendant ce temps-là, voilà. Oui, c'est bon. Parfait. Très bien, on vous voit, c'est parfait. C'est à vous. Alors bonsoir, donc moi je suis Maître Arac, je suis avocat. S'il y a 25 ans, on m'aurait dit que je m'occuperais de placement d'enfants, j'aurais doucement rigolé parce que j'ai fait une formation de droit des affaires. Ce qui me plaît, pour reprendre un peu tout ce qui a été dit, moi ce qui me plaît, c'est qu'à travers cette association, c'est un moyen massif et précis d'action à différents niveaux. Et il y a beaucoup de complémentarité. Moi, ce qui me plaît, c'est que nous soyons unis pour nos enfants et qu'il y ait cette diversité qui soit présente. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons, des complémentaires. Il y en a plus qui vont être sur l'aide aux parents, l'écoute, d'autres qui vont être sur les enfants, des avocats. Enfin, tout ça fait cette unité. Et pour moi, on parlait beaucoup, et on parle beaucoup de ça depuis très longtemps d'ailleurs, sur cette espèce de mégalithe qu'on a en face, qui est pas facile à bouger, qui est représentée par l'aide sociale à l'enfance, par les magistrats, par les services sociaux, par tout un tas d'éléments. Et moi, ce qui m'interroge, c'est comment on fait. Pour moi, je vois ça comme un système, en fait. Et à partir du moment où on a une vision systémique, on a beaucoup plus de recul. Et pour ma part, hein, moi, je peux parler que de moi, on peut être dans cet aspect de collaboration et de relation, tout en sachant à qui on a affaire. C'est pas très grave de savoir si finalement
au bout du compte, l'ASE, dans certains endroits, se comporte comme si, dans d'autres, ça va plutôt bien se passer s'il y a des magistrats. Pour moi, c'est pas très grave. C'est comment on va pouvoir apporter, moi, en tant qu'avocat, avec le soutien d'Unis pour nos enfants, dans chaque situation spécifique, la réponse la plus adaptée possible. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans ce système, ben, ils sont là. Cette aide sociale à l'enfance est là, ces psychologues sont là, ces magistrats sont là, ces services sociaux sont là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la guerre ou est-ce qu'on arrive à trouver une attitude qui va permettre de pouvoir modifier le regard sur la situation? Ça implique de ce que j'appelle appeler un chat un chat. Certains qui écoutent là savent que je peux y aller assez durement à l'égard des magistrats, à l'égard des services sociaux, de l'ASE. Je me déplace, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, quoi. Mais plutôt c'est toujours fondé sur des éléments soit juridiques, soit sur une méthode de travail, soit sur une appréciation, comme parlait Audrey, avec des croyances qu'il y a derrière. Moi, ce que je note le plus souvent, c'est la croyance la plus énorme, c'est moi, j'ai la solution. Nous, on sait ce qu'il faut faire. Ben non. Parce que quand on fait ça, on ferme des portes à d'autres possibles qui, dans le temps, peuvent se déployer. Par exemple, j'ai proposé à la stupéfaction de la direction de l'ASE de Morlaix, là, de proposer sur 2 heures de rendez-vous, de recevoir la mère d'abord, de préparer l'enfant, de faire le rendez-vous, et puis immédiatement après, de faire un débriefing. Pas dans un rapport 6 mois après ou un an après, où plus personne ne sait ce qui s'est passé, puisque de toute façon, 99% des rapports ne sont pas chronologiques. C'est une espèce de galimatia où on mélange tout, où on resserre très souvent les causes du placement et que ça ne varie quasiment pas, avec très peu de compliments sur les parents, hein. Donc moi, mon travail, il est là. Et ma matière première, c'est les parents. Parce que si on appelle un chat, il faut quand même aussi, on peut dire qu'il y a des facteurs extérieurs qui vont intervenir. Un signalement de l'école, un signalement d'un médecin, un signalement de voisins. Mais il y a quand même aussi, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, à un moment, on se retrouve avec un ou des enfants placés? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut au moins nommer ça aux parents qui viennent nous voir? Pour qu'ils réalisent que ce n'est pas que de la souffrance, ce n'est pas que de la douleur, mais il y a aussi quelque chose qui a amené là. Alors peut-être on va savoir, peut-être on ne saura pas. La question, c'est à partir du moment où il y a ce placement, ou cette mesure d'assistance éducative, qu'est-ce qu'on fait à partir de là pour que les choses changent? Quels sont Donc ça va passer par des médiations, ça va passer par un travail psychologique, un travail sur soi-même, je vais appeler ça. Alors c'est thérapeute, psychiatre, en fonction de chacun, jouer de la trompette, faire du sport, enfin, chacun a sa façon de pouvoir méditer et regarder un peu ce qui lui est arrivé en tant que papa, en tant que maman, en tant que couple, et puis de repartir aussi de la position des enfants. Comment eux vivent les choses? Parce que j'entendais des choses tout à l'heure en disant si l'enfant demande à retourner chez lui, on devrait le laisser. Je sais pas parce que j'ai vu des cas où c'est profitable en fait. En fait, c'est comme si c'était une expérience, je vais le dire autrement. Et de cette expérience, on peut en tirer du bon. On peut en tirer quelque chose de profitable pour tous. Et moi, mon idée, quand j'accepte un dossier, c'est que plus jamais je vois les personnes dans mon cabinet, ni que plus jamais ils retournent devant un juge des enfants. Donc, quelle est la nature du travail qu'on va accomplir? Ça va déjà dire beaucoup de présence auprès des parents, beaucoup d'écoute. Ça, c'est la base. On s'aperçoit qu'il n'y a quasiment jamais personne qui a été écouté. Moi, je peux passer des fois 3 heures ou 4 heures sans dire quasiment rien, juste à écouter les parents. À partir de là, on a beaucoup d'informations émotionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Les inimitiés familiales, parce qu'on parle des services, mais il y a aussi
beaucoup de cas où il y a des dénonciations qui sont faites par d'autres membres de la famille. Il y a des inimitiés, donc on a un litige, mais il y a un différend qui va vraiment avec des fonds baptismaux comme une partie émergée de l'iceberg. Et nous, on voudrait traiter ça, alors qu'en fait, il faut aussi s'intéresser à ce qu'il y a sous la partie immergée. Et à partir de ce moment-là, on peut redéployer une nouvelle façon d'être, une acceptation de ce qui se passe. Et accepter ce qui se passe, ça ne veut pas dire se taire, ne pas se défendre, ne pas dire au juge qu'il fait n'importe quoi et qu'il écrit n'importe quoi, ne pas dire aux services sociaux qui font n'importe quoi, aussi faire des compliments aux juges et à l'ASE quand ils font des bonnes choses, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je l'ai souvent dit à Jean-Claude. Je crois qu'aussi, à travers cette association, il est absolument nécessaire qu'il y ait des partages de gens, autres que des partages de souffrance et de douleur qui certes sont là, mais aussi des partages de gens qui se disent, OK, qu'est-ce que j'ai pu en faire de ça? Comment je m'en suis sorti? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché pour moi? Et peut-être chez l'autre qui va écouter, qui va être adhérent, va peut-être trouver une piste qui va le faire réfléchir et redéfinir un peu les choses. Ça, je crois que c'est très important parce que sinon, on est déjà dans une situation qui est vraiment alarmante, et c'est d'un doux euphémisme de le dire. Et je crois qu'il est aussi bon de partager et d'entendre des gens qui disent, bah, voilà moi ce que ça m'a fait. Voilà dans ma vie de femme ce que ça m'a fait quand je me suis retrouvée séparée, battue, mes enfants placés, et comment j'ai pu rebondir. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Quelles ressources j'ai pu retrouver pour transcender ça, pour transformer ça? Ça, je pense que c'est, en tout cas pour moi, c'est très précieux. Ça fait partie de la façon dont je parle à mes clients. Et c'est vrai que cette unité, parce qu'en face, en fait, ils sont historiquement en lien. La justice travaille avec la police pour les enquêtes pénales, les juges des enfants travaillent avec l'aide sociale à l'enfance. Moi, je suis pas pour ce que je vais dire est complètement neutre, c'est un constat. Il y a un taux d'incompétence pas possible chez tout le monde, de méconnaissance de la situation du droit, de ce qu'il y a à faire, à respecter, y compris de la part des magistrats, des avocats. Il y a un phénomène chez mes confrères et mes consoeurs il faut pas gêner l'ASE, il faut pas gêner le juge, accepter ce qu'ils vous disent. Ça, c'est pas possible pour moi. C'est impossible. On a des personnes, des enfants, sont des êtres humains. On peut pas accepter de ne pas au moins s'affirmer devant ces gens de ce qu'on est, de ce qu'on porte. Et que s'il y a pu avoir une situation difficile à un moment, qu'on n'a pas à être fixé dans cette situation, que les choses ont évolué. Comme disait très justement Barbara, on s'est repris, on va faire un travail psychologique, on s'occupe des enfants, enfin, on est toujours présent. Il y a une qualité de présence. Et ça, c'est ce que je trouve génial à travers cette association, c'est que c'est pas, c'est une forme de combat, certes, mais quand le système est déjà déséquilibré, est-ce qu'on va rajouter du déséquilibre ou est-ce qu'on va simplement déjà reconnaître que la plupart des gens qui interviennent dans ce monde-là sont soit des gens qui ont été abusés, placés ou qui ont des visions de la famille qui sont terribles. Donc, est-ce qu'on se retrouve avec des gens qui vont essayer de réparer ou des gens qui vont essayer de perpétuer, y compris perpétuer des choses terribles? La main sur le cœur en vous disant, c'est le droit, c'est la meilleure solution. Moi, mon travail, c'est de dire là, vous perpétuez quelque chose qui n'est pas à sa place. Donc, ça peut prendre du temps. Il y a des outils que j'utilise maintenant, c'est-à-dire intervenir en pleine audience pour faire noter au plumitif des choses qui sont de la partialité, faire des requêtes en partialité devant le premier président de la Cour d'appel, saisir le premier président en référé pour faire arrêter l'exécution provisoire de la décision, avec toujours des éléments probants. Je n'emmène jamais mes clients juste pour le plaisir d'aller bretter. Non. Pour moi, ça doit avoir un sens profond et ça doit être solide. À partir de ce moment-là, dans un temps plus ou moins long, les choses, elles bougent toutes seules. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est dans un système qui a des relations, les parents avec l'ASE, les parents avec le juge, les parents avec l'enfant, et l'ASE avec les enfants, l'ASE avec... Ce n'est qu'un jeu de relations. Comment on va pouvoir influer pour que le système relationnel se transforme petit à petit?
Ça, c'est mon travail. Donc, j'ai pas de réponse toute faite. Par contre, je finirai là-dessus. La matière première, c'est bien les parents. C'est-à-dire que pour moi, c'est eux qui sont les parents acteurs et on peut œuvrer à leur transformation, à leur soutien et les choses s'arrêtent toutes seules. Pourquoi? Parce que, je vais le dire avec un jeu de mots, on parle d'histoire de place. Quand on parle de placement, c'est une histoire de place. Quand on commence à retrouver sa juste place dans sa vie, qu'on se retrouve soutenu par des associations comme celle-ci, obligatoirement les choses bougent. Observez dans votre quotidien, quand vous êtes vraiment à votre place, les choses bougent toutes seules. Et vous allez vous retrouver avec des cas comme j'ai de femmes, des services sociaux, des magistrats. Je dis pas qu'ils sont devenus les amis de mes clients ou de mes clientes, mais presque. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé. Et ça, c'est ce qu'on peut faire à travers cette association, de mettre de l'humain, de la douceur, mais de la douceur du cœur, mais un cœur pas doudou, un cœur fort, un cœur qui s'affirme, osons les gros mots, avec beaucoup d'amour, parce que c'est ça qui compte pour nos enfants. Et pour moi, derrière, je pense qu'il se passe, c'est qu'une histoire d'amour qui est mal placée. Donc à nous d'œuvrer chacun à notre façon. Moi, c'est ma vision des choses. J'ai des résultats plutôt corrects là-dessus parce que j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Et quand il s'agit d'allumer des services sociaux, des magistrats, ça me dérange pas. Par contre, c'est toujours fondé sur des éléments précis, concordants, des preuves. Voilà, c'est une vision un peu plus large. Je pense qu'elle est aussi complémentaire avec les vôtres. Et voilà, je vois que le temps qui était un peu plus long que les autres, qui m'a été imparti. Voilà, donc c'est vraiment un souhait de voir des gens qui sont sortis de là et qui parlent aussi du bon qu'ils ont pu en retirer, aussi bizarre que ça puisse paraître. Parce que pour moi, ça n'est qu'une expérience et on n'a pas à être défini que par cette expérience. On peut aussi nettoyer ce drame, nettoyer cette souffrance, nettoyer ces émotions. Et si je suis là, c'est que je l'ai fait à titre personnel et que je le fais à titre professionnel et à titre gratuit à travers cette association. Merci, maître. Merci infiniment pour votre témoignage tellement important, vos paroles, le travail que vous faites avec nous. C'est évidemment excessivement important qu'on puisse travailler avec des professionnels de la défense. Il y a eu énormément de réactions pendant toute votre intervention, qui étaient plutôt des applaudissements, des soutiens. Il y a quelques questions que j'ai remis dans le chat directement et qu'on va certainement compiler. Il y a eu un certain nombre de propositions à faire des témoignages. Donc, je crois que c'est assez important de reprendre effectivement le projet qu'on a avec Vincent et Johanna et toute l'équipe, d'accumuler les témoignages sous forme écrite, sous forme vidéo, sous forme de podcast, sous forme anonyme ou publique. On recommande pour les personnes qui sont en procédure de témoigner anonymement, puisque les services sociaux et la justice ne supportent pas les témoignages publics et vous feront payer un prix très très fort à chaque fois. Donc tout ça est possible de différentes manières. Vous pouvez déposer un témoignage texte court sur notre site web. Vous pouvez nous contacter à l'email contact@unipournosenfants.org pour déposer un témoignage plus complet. Comme l'a dit Vincent et Johanna l'a mentionné, on va travailler sur ces 24 heures du témoignage, toute une série de podcasts qui vont permettre effectivement de donner la parole aux familles, aux amis, d'enfants placés ou d'anciens enfants placés, et donner la parole aussi évidemment à des ex-enfants placés pour qu'éclate auprès du public tout ce scandale de la soi-disant protection de l'enfance. On arrive donc un peu à la fin. On a donc pour terminer une présentation, malheureusement, alors j'oublie toujours son nom, mais Jean-Claude va me rappeler. Ariane Fayon. Voilà. Ariane, son prénom. Ariane Fayon, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci de me donner la parole. Donc, je suis Ariane Fayon. Je suis psychopraticienne, formatrice et coach de vie. Depuis plus de 10 ans, je suis installée à mon compte. J'habite en région parisienne, mais mon activité rayonne grâce aux outils comme la visio sur toute la France. Voilà, j'interviens dans 3 domaines assez distincts qui sont, premièrement,
tout ce qui est accompagnement des parents dans l'éducation positive et bienveillante. Ensuite, tout ce qui est développement personnel, dans l'accompagnement des personnes qui sont dans des parcours socio-judiciaires. Et ce soir, je vais vous présenter un peu plus le troisième axe de mon activité. Donc concrètement, je travaille avec des avocates et des avocats, des experts qui m'adressent des clients et clientes à eux qui sont engagés dans des procédures, dans des parcours socio-judiciaires, tels que soit des passages devant le tribunal, de juges pour enfants, le JAF, qui doivent passer une expertise, qui ont reçu une information préoccupante ou qui ont leur enfant placé. Et je les accompagne en partenariat avec les avocats. Parfois, j'ai aussi des personnes qui me sont adressées par des avocats, mais qui ne sont pas suivies par cet avocat. Voilà, donc des personnes qui sont qui ont besoin d'un accompagnement émotionnel et un peu stratégique. Mon activité ne se substitue absolument pas à un travail d'avocat, puisque j'ai quelques connaissances depuis bientôt 10 ans que je travaille dans ce secteur-là, dans les parcours socio-judiciaires, mais je ne peux pas me prétendre être avocate. Donc, concrètement, quand je prends un dossier avec une cliente qui m'est adressée par exemple par une avocate, j'aime bien pouvoir discuter avec l'avocat de la stratégie, qu'est-ce que le dossier, quelle est la tournure que doit prendre le dossier et comment est-ce qu'il faut accompagner les parents. Mais parfois, donc comme je vous disais, les personnes me sont adressées par les avocats mais ne sont pas suivies par ces avocats. Donc concrètement, en quoi consiste mon accompagnement ? Premièrement, je peux préparer les personnes aux différentes étapes de procédure, par exemple des audiences, des expertises, des auditions, y compris en matière pénale. L'avocat, il prend le temps de préparer, dans le meilleur des cas, son client sur comment vont se dérouler les choses. Moi, je vais accompagner d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue plus personnel, intime, la personne à se préparer à ces audiences. Et ces moments émotionnellement chargés. Je les accompagne aussi sur le plan émotionnel dans le cadre des mesures telles que des MJE, des AEMO, des AED, et notamment à la suite d'informations préoccupantes. Donc quand il y a des rendez-vous avec les services sociaux pour essayer à la fois de se détendre, parce que ce sont des rendez-vous qui ont un enjeu très important, qui parfois met la pression aux parents, et puis aussi de pouvoir les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir faire de telle sorte que le rendez-vous se passe au mieux. Ensuite, je les soutiens aussi dans leur relation face à l'ASE. Il y a parfois des points de dissonance, de discordance entre ce que pensent les parents, ce que veulent l'ASE, et moi j'interviens à cet endroit-là pour pouvoir les aider et pour pouvoir faire de telle sorte que ce soit moins anxiogène. Et enfin, dans le cadre de visites médiatisées ou dans le cadre d'audiences, je peux aussi être amenée à préparer, j'ai envie de dire, plus qu'émotionnellement, je fais aussi des séances de relaxation, des séances de visualisation avec mes clients et mes clientes. Concrètement, j'interviens aussi dans le cadre de violences conjugales, de violences intrafamiliales. Beaucoup de mes dossiers sont en lien avec des violences sur des enfants, à la fois des violences physiques, des violences psychologiques, mais aussi des violences sexuelles et de l'inceste. J'interviens dans le cadre de placements parfois abusifs. J'essaye de vous décrire le maximum d'informations concernant ce que je fais. J'interviens aussi à la suite d'audiences pour pouvoir être dans la période entre une audience et le moment où on a la réponse. Accompagner la personne sur toutes les inquiétudes qui peuvent remonter. Quand j'accompagne une personne, mon accompagnement se fait autour de 3 dimensions. Le premier, c'est un accompagnement stratégique. C'est-à-dire que on va décider avec l'avocat. L'avocat va me dire, voilà, moi j'attends ça et du dossier. Ce parent, quand il se retrouve face à l'ASE ou en audience, il a du mal à s'exprimer par rapport à ça. Est-ce que vous pourriez faciliter l'expression de ce qu'il a à dire? Donc un accompagnement vraiment stratégique, aussi pour permettre aux personnes de mieux comprendre ce que les
institutions attendent d'elle, et d'adopter une posture qui est adaptée. Ensuite, un suivi opérationnel, donc plutôt discret, incluant une préparation à certains rendez-vous, et un retour structuré qui permet après les rendez-vous de pouvoir débriefer et voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui a été moins bien, et pouvoir réajuster aux besoins pour un rendez-vous d'après. Et enfin, donc comme je vous le disais, un soutien émotionnel, parce que ce sont des situations où c'est souvent la garde des enfants qui est en jeu, que émotionnellement c'est très intense, c'est très compliqué, et que parfois il y a des personnes qui perdent complètement leurs moyens. Je vous disais donc j'accompagne dans le cadre de placement, et une chose qui est importante à savoir, c'est que dans les nombreux dossiers que je suis assez familière des notions et des outils qui sont utilisés, tels que les mesures donc d'assistance éducative, la manipulation, les manipulateurs pervers narcissiques. Je suis assez au fait de cette notion controversée qui est associée au SAP, au syndrome d'aliénation parentale, aussi au syndrome de Munchausen. Tout ce qui est inversion de culpabilité, contrôle coercitif, mécanisme autour de l'inceste, mémoire traumatique, dissociation, voilà, ce sont des notions et des concepts auxquels je suis sensible, et notamment aussi tout ce qui est, comme je vous le disais, autour des violences familiales et des violences conjugales. Quand la personne a un avocat, mon travail se fait en complément du travail avec l'avocat. Et puis quand la personne n'a pas d'avocat, eh ben, j'ai plusieurs dossiers comme ça où je suis un peu la personne, comment dire, de référence sur laquelle on se pose pour décider parfois juste ce mail il est bon, oui c'est bon, qu'est-ce que vous en pensez? Là je pense qu'il faut adoucir un petit peu le ton, là peut-être proposer plusieurs dates, vous voyez, je suis juste une personne qui permet parfois de prendre du recul dans une situation qui est émotionnellement trop compliquée. Voilà, je travaille aussi avec des associations pour soutenir les parents. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans mon accompagnement? Que cet accompagnement se fait donc à distance. J'ai parfois des parents en région parisienne que je suis amenée à voir, mais c'est vrai que pour pouvoir être la plus souple possible, tout se fait par téléphone. Que ce soit par rapport aux horaires de disponibilité des parents. Parfois les parents travaillent la journée, donc on fait des rendez-vous en soirée ou parfois en week-end. Ou au contraire, parfois ils ne travaillent pas, mais le rendez-vous doit se faire en dehors de la présence de l'enfant, donc avant la sortie de l'école, donc l'après-midi. Voilà, j'ai un emploi du temps qui me permet de proposer des rendez-vous à la fois en journée, en soirée et le week-end. Voilà, je réfléchis à tout ce que je pourrais vous dire de mon accompagnement. À côté de ça, j'anime des groupes de soutien à la parentalité, des groupes de parole pour des parents qui se sentent dépassés dans leur posture éducative. Donc, dans l'accompagnement que je propose, bien sûr qu'il y a tout le lien avec les parcours socio-judiciaires, une mesure éducative, une information préoccupante, et parfois, au-delà de ça, c'est des questionnements plus éducatifs, plus généraux, sur voilà, avec mon enfant c'est compliqué, les devoirs, le temps d'écran, les repas, ce sont des moments de tension, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et l'idée d'un coach qui est très différente d'un psychologue, c'est vraiment on peut être amené à s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là, mais le plus gros de mon travail est vraiment de pouvoir accompagner, accueillir la personne là où elle en est à un instant T, vers l'endroit où elle doit aller, et lui donner le maximum d'outils pour que très rapidement elle ait plus besoin voilà, d'avoir une validation, d'avoir un rendez-vous avec un coach pour des choses, des décisions qu'elle peut être amenée à prendre finalement par la suite toute seule. Ça m'arrive d'avoir des accompagnements sur plusieurs mois pour des personnes qui sont dans des situations notamment de placement, de transfert de garde ou autre, mais souvent ce sont des accompagnements qui sont assez ponctuels, même si il m'arrive aussi que des parents aient récupéré la garde de leur enfant et me contactent plusieurs mois après parce que par la suite il y a
des problématiques autour de l'éducation, des problèmes dans la fratrie, et je peux être amenée, voilà, on peut être amené à faire une séance pour essayer de repositionner tout ça. Dans mon accompagnement, les maîtres mots, ben, je suis coach en éducation bienveillante et positive, donc bien sûr que dans mon accompagnement, l'idée c'est vraiment de pouvoir créer un espace dans lequel la personne se sente le plus à l'aise pour pouvoir dire et déposer là où elle en est, et qu'on puisse ensemble avancer pour trouver les solutions les plus adaptées à sa situation. Voilà, pas de jugement, de la bienveillance. Parfois j'ai envie de dire, ça peut se faire aussi dans une ambiance détendue. Je vous vois tous mes clients, je leur propose qu'on s'appelle par nos prénoms, c'est souvent plus facile. On parle des enfants, on parle de situations parfois très émotionnellement chargées, donc ça crée une certaine proximité tout en maintenant une distance professionnelle. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je suis amenée aussi à accompagner et soutenir des professionnels qui sont en lien avec des parents, notamment dans tout ce qui est écoute active. C'est d'ailleurs le cas du travail, enfin de la collaboration que je vais avoir avec Unis pour nos enfants, de pouvoir outiller les bénévoles qui par la suite seront amenés à recueillir la parole, écouter les parents qui pourront contacter l'association. Voilà, on est en train de collaborer à la mise en place de temps de formation en écoute active et d'autres outils pour eux. Si toutefois il y a des parents qui souhaitent un accompagnement plus personnel, en dehors de ce que propose Unis pour nos enfants, parce que ce sont des accompagnements bien distincts, vous pouvez tout à fait prendre contact avec moi. Je vous mettrai les coordonnées à la fin de cette vidéo. J'ai un site internet qui est peu fourni, mais qui résume un peu les propos que je vous ai donnés juste là, mes coordonnées, mon téléphone et mon mail, et vous pouvez sans souci me contacter. Voilà, j'espère avoir été claire, concise et précise dans ma présentation. Je vous souhaite une bonne journée et j'envoie beaucoup de force à toutes les personnes qui sont dans des situations socio-judiciaires complexes et compliquées. Voilà, prenez soin de vous et bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Ben voilà qui conclut nos interventions. Bon, il y a déjà eu des questions, il est tard. Je vais laisser le mot de la fin dans quelques minutes une minute à Jean-Claude. Encore une fois, veuillez excuser les petits bugs techniques. On est tous des amateurs et on prend en main ces outils de communication. On dit oui, elle n'a pas donné ses coordonnées, mais vous nous écrivez à contact@uni.org, unipournosenfants.org. Moi, avant de laisser la parole, le mot de la fin à Jean-Claude, en tant que co-responsable avec Johanna des activités de communication de Unis pour nos enfants, vous avez bien compris que pour toucher le maximum de gens, il faut, pour faire grossir cette association, cette fédération d'associations, il faut donner confiance à toutes les familles, qu'elles puissent savoir qu'elles sont ici en sécurité quand on va travailler avec elles, sans jamais les mettre en danger. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler sur la communication de l'Uni pour nos enfants, j'ai finalement été un petit peu surpris quand on pense qu'il y a effectivement plus d'1 million de personnes, même probablement plutôt 2 millions, qui sont concernées de près ou de loin par un placement. On voit qu'aujourd'hui, là, ce soir, on était 45 au maximum. C'est bien, on est content pour une première réunion. Mais c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas 45 000, qui serait à peine quelques pourcents des personnes qui sont concernées. On pense qu'il y a beaucoup de craintes, de peur. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à participer, à adhérer, à aimer nos pages, pour effectivement que cette fédération de familles qui œuvre pour que les liens entre les parents et les enfants soient retrouvés
puisse effectivement obtenir suffisamment de force pour peser sur le débat public. Jean-Claude, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Daniel. Tu as déjà bien conclu. Merci pour ton support technique sans quoi on n'aurait pas pu mener à bien cette présentation. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? C'est que manifestement, l'association croît et elle croît de besoins qu'expriment les parents. Il est difficile de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes qui se manifestent aujourd'hui. Mais au-delà de ces demandes, j'apprends en écoutant les personnes et en voyant tout le travail qu'elles réalisent lorsqu'elles arrivent dans l'association. Et je pense que tous les présents ont pu voir la diversité, ça a été souligné, des compétences, des engagements, des implications. Et donc, le message que je pourrais offrir pour le mot de la fin, c'est que effectivement, je m'adresse aux parents qui nous contactent pour avoir un soutien. Réfléchissez bien à ce que vous pouvez apporter, parce que dans ce que vous apportez dans l'association, vous l'apportez pour le groupe, mais vous l'apportez pour vous-même. Et dans cette reconstruction qui est indispensable, je pense que plusieurs témoignages ont été dans ce sens-là. Dans cette reconstruction, créez, engagez-vous, participez, soyez un point d'un ensemble de personnes et vous ne serez plus seul. Une des grosses difficultés dans cette structure d'isolement, de placement, c'est justement d'être seul. Et Unis pour nos enfants, et c'est encore une fois le nom qu'on a donné à cette association, c'est de se sentir dans un groupe. Et la force du groupe, eh bien, elle n'est pas sans vous. Donc, quand vous adhérez, voyez bien, et c'est ce qu'on vous demande, ce que vous pouvez attendre de l'association, mais également ce que vous pouvez donner. Voilà, je finirai par ce mot-là. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je ne sais pas si l'un quelconque des organisateurs veut rajouter quelques mots. Sinon, on va se quitter à 2h pile. J'ai jamais vu ça, une réunion organisée comme ça qui termine pile à l'heure. Donc, je pense qu'on peut se faire en tout cas en termes de notre préparation, un petit satisfecit. Ça fait pas de mal. J'espère que vous avez vous-même apprécié tout ça, et ce n'est qu'une première, et on compte faire ce type de présentation, on va dire tous les 2 mois à peu près, quelque chose comme ça, pour effectivement vous tenir au courant, vous donner la parole, et surtout faites-nous vos suggestions sur les modes d'interaction et de présentation. Toute cette présentation a été enregistrée. On va la mettre sur notre chaîne YouTube et sur nos différents médias. Et donc, vous pourrez comme ça la transmettre à tous les gens qui n'ont pas pu y assister en direct ce soir. Et donc, je dis au revoir à tout le monde. On peut rappeler la date de l'AG? Oui. Jean-Claude, l'Assemblée générale? Oui. Donc, l'Assemblée générale se déroulera à Strasbourg, mais également en visioconférence pour ceux qui ne pourraient pas venir, et ce sera le vendredi 26 juin, donc dans un mois. Vous avez l'information sur la newsletter et vous allez la voir puisque dès demain, nous organiserons cet événement. Parfait. Eh bien, mes chers auditeurs, pour reprendre un mot télévisé, mes chers co-organisateurs, je vous dis bonsoir et à très très bientôt. Dans des lieux spacieux, plein de dortoirs. Les gosses qu'il y avait n'avaient pas la même histoire. J'ai raconté la mienne, d'un matin la mauvaise scène. Mon passé était sain, zen, à présent j'ai des chaînes. Retenu pour que mon bonheur ne puisse pas continuer. Le malheur est venu, j'ai su qu'il fallait pas être muet. Tous les soirs dans ma tête, j'enquêtais pour trouver la vérité. Dans un lit poussiéreux, des murs affreux qui m'ont motivé. Le temps passé et la souffrance me surpassait. Ma mère au bout du monde pleurait, je le ressentais. Gérer les points forts pour sortir de ce décor. Séparé de sa famille, quand on dit c'est pire que la mort. C'est dur, les soirs je murmure, maman, papa, j'ai des douloureuses ruptures, je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre 4 murs, enfermé.
encadrés par des personnes nommées éducateurs, formés pour nous donner soi-disant toujours le meilleur. Les repas ponctuels m'avaient fait perdre l'appétit. Les journées étaient longues, paralysées par l'ennui. Période scolaire, je marquais ma colère sur mes cahiers. Je ne voulais plus rien faire, mes bulletins étaient abusés. J'ai su par la suite que le juge des enfants m'encadrait, qu'il avait la cause de mon placement dans ses dossiers. Une rumeur disait que l'on est suivi jusqu'à 18 ans, et cette rumeur était vraie, fallait vraiment être patient. Je ne recevais aucune visite de mes parents. J'étais tout seul dans une cour où jouait l'enfant inconscient. Quand un jour un courrier, une